faire 10K de chiffre d'affaires par mois, scaler sa boîte, avoir un tunnel de vente totalement automatisé pour des revenus passifs pendant que tu dors ou que tu sirotes un cocktail dans une piscine. Ce genre de tagline ou de sujet, j'imagine que tu le vois sur internet, ce sont un peu des obsessions de notre écosystème du business en ligne ou des freelances, des solopreneurs et tous les hacks marketing qui vont avec ces réflexions-là. Globalement, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont surévaluées ou surprésentes dans la plupart des discussions qu'il y a dans notre écosystème. Pour autant, je pense que tu en es consciente ou conscient, il y a d'autres sujets qui impactent tout autant, voire plus encore, notre quotidien en tant qu'entrepreneur et qui, pour l'instant, sont malheureusement laissés de côté par notre écosystème. On pourrait dire que ce sont presque des angles morts, des choses qui nous impactent énormément, qui nous privent parfois de ce genre de résultats miraculeux qu'on nous promet, alors que on n'en parle jamais. Récemment, j'ai voulu poser la question autant à nos clientes et aux membres de notre communauté, Kaleidoscope Horizon, que à certaines autres personnes qui, je considère, ont une belle façon de parler d'entrepreneuriat en ligne, pour leur savoir, selon eux, selon elles, c'est quoi leur vision des angles morts de notre écosystème. Il y a tous ces gens qui font des podcasts, des newsletters, des chaînes YouTube. C'est quoi les angles morts de cet écosystème de gens qui parlent d'entrepreneuriat sur Internet ? C'est quoi les sujets qu'on ne traite pas suffisamment, les sujets qu'on n'a jamais traités, les sujets qu'on a foutus sous la table parce qu'on préfère pas en parler ? Globalement donc, les angles morts. J'imagine que tu en as plein en tête toi aussi, les sujets qui selon toi sont pas suffisamment traités. Peut-être que tu vas les retrouver dans ce que je vais te partager là, qui est le replay d'une table ronde que j'ai organisée avec certaines personnes qui sont nos clientes dans le Mastermind Surf, d'autres personnes qui sont des créatrices de contenu entrepreneurial sur Internet qui m'inspirent. Je les ai mis ensemble autour d'une table virtuelle et on s'est posé la question, c'est quoi selon nous les angles morts de l'écosystème entrepreneurial ? Je te laisse écouter ça. Bonjour les amis, quel plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour cette petite table ronde totalement improvisée et pas du tout au moment où elle était initialement prévue, puisque le point d'appui, le point de rencontre entre les personnes que vous allez entendre parler pendant la prochaine heure, c'est qu'à la base, on s'était réunis à nous 5 sur un projet que vous avez peut-être vu passer là à partir de la rentrée, qui s'appelait le Cabinet des Curiosités, qui était une grande collaboration, un grand rassemblement de plein d'entrepreneurs qui font des trucs sur Internet. Et on s'était créé un petit groupe de pirates où on s'était dit on va profiter de la visibilité de cet événement pour venir apporter un regard un peu différent sur ce qu'on a l'habitude de voir passer sur l'entrepreneuriat et parler de sujets qui sont, à nos yeux en tout cas, malheureusement sous-exploités et sous-traités. Pas sous-traités, c'est-à-dire je donne à quelqu'un d'autre le fait de le faire, mais traités en dessous de ce à quoi nous on s'attend. Et du coup, c'est tous les sujets que je pense nous avons en commun dans nos valeurs et notre vision du monde avec vous tous et toutes ici. Si vous avez cliqué sur cet événement qui s'appelle Les angles morts de l'écosystème business, a priori, j'imagine que vous vous attendez à ce qu'on parle des choses dont on va parler. Mais peut-être, vous pouvez mettre dans le chat d'ailleurs, les sujets qui, selon vous, sont malheureusement pas suffisamment traités dans notre écosystème d'entrepreneurs, de freelance, de business en ligne, de machin, de trucs, de tout ça. On est très curieux de savoir ce que c'est pour vous, parce que la question que nous, on s'est posée quand on a voulu réfléchir à cette table ronde, c'est de se dire, c'est quoi les sujets qu'on voit qui ont de l'impact sur notre aventure entrepreneuriale, sur nos réflexions en tant qu'entrepreneur, et pour autant qu'on voit jamais dans les podcasts, dans les vidéos, dans les formations, dans les trucs. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et pour ce, on va en parler avec d'autres invités qui sont, je crois, tout arrivés. Jade, Laure, Lucie, Laura. Peut-être on se fait un rapide tour de cercle, surtout pour mentionner à partir de où on s'exprime, puisque forcément l'endroit dans la société à partir de où on s'exprime va teinter les choses sur lesquelles nous allons prendre la parole. Donc je propose de vous laisser la parole en premier et je compléterai à la fin. Donc Laura, Lucie, Jade,
ou Laure, qui veut commencer, et vous pouvez passer le bâton de parole ensuite. Comme ça t'arrange, tu veux que j'attaque? Ah ben apparemment t'as ouvert ton micro, donc Vas-y, vas-y. attaque. J'ai Ah. pas réussi à ouvrir mon micro comme une. Euh, Vas-y, Laura, t'as Comme ça. des. Bien sûr. Thomas, tu voulais qu'on te dise position sociale? Fais-moi Tout à fait. À une partir de traduction. où tu t'exprimes? Très bien. Bonjour à tous et toutes déjà. Il y a des têtes que je connais. Et ravie de rencontrer les autres. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Laura. Je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. Donc je suis travailleuse indépendante. Je pense comme beaucoup, peut-être la totalité d'entre vous. Pour ma position sociale, je suis une femme cis. Je suis blanche, je suis plutôt issue d'une famille bourgeoise de la petite bourgeoisie rurale. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la position sociale? C'est déjà pas mal, je crois, valide. C'est pas mal. C'est important. Et après, je vais vous parler aujourd'hui d'une place de travailleuse indépendante qui travaille surtout les questions de thérapie, les questions de formation, parce que ça c'est mon travail de base de psychologie systémique. Donc j'ai plutôt cette approche-là de la systémie, penser les choses en système, machin, voilà. Et avec une grosse dimension politique, peut-être qu'il y en a qui me connaissent du stream qu'on fait avec Thomas. Et donc je parle à partir d'une position communiste, matérialiste, dialectique, ce qui n'est pas très à la mode dans l'entrepreneuriat, donc ça peut déjà donner l'occasion de voir des communistes à cet endroit-là. Voilà. À qui tu passes la parole, Laura? Laure, du coup? Allez, cette fois, j'ai trouvé le bouton. Donc, on va y aller. Bonjour tout le monde. Il y a des gens que j'ai vus ce matin. On ne se quitte plus. Alors, donc moi, je m'appelle Laure. Je suis la fondatrice de Maslow Boîte. Promis, la prochaine personne n'aura pas un nom de business avec le mot boîte dedans. Normalement, je ne crois pas. Mais on enchaîne. Donc, moi, je suis spécialisée sur le sujet du slowpreneuriat. Je suis une femme qui approche extrêmement dangereusement de la quarantaine. Je ne suis plus très loin. Je suis maman de deux enfants. Je vis avec leur papa. J'habite à Saint-Émilion, donc dans la campagne girondine. Je suis blanche, je suis cis, je fais une taille 42 et donc, comme beaucoup de personnes, j'ai l'impression d'être énorme dans cette société parce que je fais une taille 42. Euh, je suis issue d'un joli mélange d'un milieu bourgeoisie parisienne et milieu ouvrier. Donc, j'ai voilà, un côté de ma famille qui est très milieu ouvrier, syndicaliste, et un autre côté qui est très cabinet d'architecte, boulevard Montparnasse. Donc, dans mon éducation, le boulevard Montparnasse a pris le dessus, malheureusement, dans tout ce qui peut y avoir dans ma famille. Je dis malheureusement parce que ça fait des discussions très animées avec mon daron. Et voilà, pour peut-être un peu donner des pistes sur ce que je vais évoquer aujourd'hui, moi, je parle aussi à partir d'un endroit et d'une vision du business qui est que j'aimerais beaucoup plus connecté au vivant et qui met toujours la santé en priorité. Et donc, je vais avoir un regard assez critique sur la manière dont on perçoit le business aujourd'hui. Mais critique, mais constructif. Hein. Mais en tout cas, je vais beaucoup regarder ce qui se passe et ce qui ne va pas là-dedans et j'essaie d'y amener des alternatives. Voilà. Je vais passer le bâton à qui? Entre Laura et moi, j'ai Lucie. Donc, vas-y, Lucie. Attends, je rêve pas. Ah, si, ça y est, je t'ai chopé. C'était plus bas. Ça y est, j'ai réussi aussi à ouvrir le micro. Moi, je ne fais pas exception. Je suis une femme blanche, cis, valide, d'une famille plutôt petite bourgeoisie aussi, plutôt, disons, bourgeoisie commerçante, avec deux parents entrepreneurs. Donc, ce qui a certainement contribué à ce que je me retrouve ici maintenant. Moi, je suis maman aussi. Ça impacte aussi pas mal comment je me situe dans beaucoup de choses. Je me sens concernée par les sujets d'écologie et de féminisme depuis très longtemps. J'ai discuté avec un ami qui me disait, moi, je ne suis pas ex-Google, j'ai toujours été dans l'impact. Et voilà, je fais partie de cette catégorie de gens-là qui n'ont pas transitionné depuis le corps, quoi. Ça fait 2 ans que je suis freelance.
À la base, j'ai fait des études de lettres et donc je ramène un petit peu ma sensibilité littéraire dans l'écriture marketing. J'ai aussi écrit un livre de cuisine qui s'appelle Cuisiner low-tech. Euh, donc je fais pas mal de choses différentes, mais je bosse qu'avec des boîtes à impact, principalement sur du format long, de la newsletter beaucoup. Donc moi, un des sujets que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui, c'était la question de la nuance dans la communication aujourd'hui et de la radicalisation un peu de la pensée qui découle de la manière dont on communique aujourd'hui en ligne. Et donc, je laisse la parole à Jade. Hello, bonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Jade, je suis une femme noire, donc je fais l'exception sur la couleur du coup. Je suis une femme cis, je suis maman de 3 enfants, donc à partir de là, c'est famille nombreuse. Je suis l'hôte d'un podcast qui s'appelle Pourquoi t'as fait ça, où je mets en avant des entrepreneurs racisés ou des entrepreneurs des entrepreneuses qui mettent en avant les sujets de l'antiracisme, de l'afroféminisme, du féminisme, etc. Et je suis aussi créatrice de contenu pour des entreprises. Et en fait, à cette table ronde, je voulais apporter l'angle d'une femme racisée et du coup, des privilèges qu'on n'a pas sur pas mal de sujets dans l'entrepreneuriat et dont on parle très très rarement. Alors, je remercie beaucoup de m'avoir fait une place ici et de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Voilà. Mais avec plaisir, Jade, tu as toute ta place. Et je conclus du coup en étant l'exception de l'homme cisgenre hétéro de cette table ronde. Ça fait plaisir d'en avoir moins, parfois, je pense. Et très content d'avoir co-organisé, lancé cette initiative parce que l'endroit à partir duquel moi je parle, c'est une posture de... J'essaye de jouer un rôle un peu infiltré dans notre écosystème entrepreneurial où globalement, j'ai un lien plutôt amical, plutôt chouette avec la plupart des autres personnes qui ont des podcasts, des formations, des chaînes YouTube, des trucs comme ça dans notre écosystème. Et j'essaye de petit à petit les tirer vers les sujets de l'écologie, du féminisme, de l'inclusivité, et ainsi de suite. Du coup, c'est une posture qui est intéressante pour moi de parler avec la plupart des privilèges de la société, être un gars blanc, avec une éducation supérieure. Moi, j'ai suivi des études de marketing et de stratégie à l'université Paris-Dauphine, si vous connaissez. Par contre, le milieu familial vient de parents qui ont fait des études, donc qui ont une forme de domination culturelle, mais qui n'ont jamais vraiment suivi ce pourquoi ils et elles ont étudié et qui sont un peu devenus des hippies dont le rêve c'était de retaper une vieille ferme au fin fond de la Dordogne de leurs mains. Parce que mes parents sont anglais, moi aussi je suis anglais, et on fait partie de cette grande communauté d'anglais qui ont acheté une vieille ferme en Dordogne et qui l'ont retapée. Pas du tout un cliché. Quoi dire d'autre sur ma position sociale à partir d'où je m'exprime? Euh, ouais, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Homme cisgenre, hétéro, blanc. Je fais du crossfit. Apparemment, c'est aussi un cliché en ce moment. Et voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. La proposition pour cette table ronde, c'est à un moment donné, on vous demandera dans le public si vous avez envie de vous exprimer aussi pour partager des choses qu'on n'a peut-être pas dites. La plupart du temps, en revanche, on va être nous cinq à nous exprimer. Et la question que j'ai envie de poser à l'assemblée de nous cinq, Lucie, Laure, Jade, Laura, c'est, selon vous, c'est quoi les sujets qui touchent l'aventure des entrepreneurs indépendants et indépendantes, que nous sommes ici a priori dans cette assemblée, mais qui sont pas du tout discutés sur les podcasts, dans les formations, dans la plupart des contenus qui véhiculent partout, puisqu'on voit qu'il y a une vision dominante quand même de ce que c'est l'entrepreneuriat. Vous diriez que c'est quoi les choses qui sont sous-traitées à votre regard? Il y en a deux, trois d'entre vous qui ont déjà un peu mentionné les thématiques qui vous stimulent là-dessus, mais peut-être qu'on commence par cette question et on voit où ça nous mène.
Je peux prendre la parole si tu veux, vu que mon micro est ouvert. Moi, ce que je trouve assez curieux, c'est à quel point dans notre écosystème, alors que je vais peut-être centrer beaucoup sur un écosystème indépendant et pas forcément confondre avec le milieu des grandes entreprises, des multinationales, etc., parce que je pense qu'on n'a vraiment pas les mêmes réalités. Mais le point que je veux monter, que je veux noter et peut-être aussi lié à cette confusion, c'est à quel point notre écosystème prône beaucoup l'innovation, l'audace, l'ambition, euh, la force d'être hyper résistant et d'être des espèces de warriors. Et que finalement, les gens qui vont diffuser et nous marteler ces injonctions qui nous impactent tous, bah, c'est un peu la poêle qui se fout du poêlon, quoi. C'est-à-dire que euh, ce que j'observe de plus en plus, c'est que plus ces gens-là disent ce discours fort et ils ont un impact, ils ont une influence réelle sur nous, comment on se sent, etc. J'ai surtout l'impression que c'est des gens qui sont terrifiés de lâcher le culte de la performance, de redescendre dans leur chiffre d'affaires, etc., etc. Si vous voulez, j'aurais plusieurs exemples à vous donner que j'ai pu observer ces derniers temps, mais finalement, j'ai presque l'impression que certains sont dans une posture d'oppresseur, mais pour se rassurer eux-mêmes, quoi. Mais ça a quand même un impact sur nous, comment on se sent, etc. Et plus j'avance dans le temps et plus j'observe un petit peu ce qui se passe, et plus je me rends compte que finalement, les plus innovants, les plus dans le disruptif, les plus dans l'audace et le courage, bah, c'est peut-être probablement ceux qui sont plutôt en marge, dont je pense ici on fait partie tous, et bah, qui osent questionner les problèmes de fond et qui ne sont pas juste sur la surface. Allez, ça c'est posé. Ensuite, Bah, c'est le moment où il faut que quelqu'un rebondisse. Moi, je veux pas oui. rebondir en premier puisque je suis plutôt là pour jouer le rôle de maître de cérémonie, mais si quelqu'un veut rebondir sur cette idée. Eh ben, vas-y, je peux enchaîner. Moi, il faut que je choisisse parce que je me suis noté plusieurs Comment idées parce que il y a tellement de choses dont on ne parle pas que bon, il faut choisir. Bah, du coup, je pense qu'à choisir, je vais me cantonner à mon sujet de prédilection puisque je pense, j'ai noté plein de choses sur le féminisme, etc. Mais j'ai entendu d'autres camarades en parler, donc j'imagine que ça ressortira à d'autres endroits. Bon, moi, je plus sois alors sur le discours libéral hégémonique, même s'il n'est pas hégémonique que dans le monde de l'indépendance et de l'entrepreneuriat, mais que bien sûr je partage pas moi non plus. Après, j'aurais deux trois lectures différentes, notamment sur la question du fait qu'ils puissent être terrorisés. Je vais pas forcément avoir une lecture très psychologisante. J'y verrai surtout des questions de libéralisme intériorisé, bien sûr, et puis la question de l'intérêt, en fait, hein, à promouvoir ces discours-là et puis à continuer là-dedans, même si je suis d'accord avec Laure sur le fait que aussi parce que c'est intériorisé, bah après il y a aussi un truc de comment je peux fonctionner autrement, puis c'est comme ça la vie, faut être pragmatique, blablabla, vous voyez tout ce vocabulaire-là des libéraux. Et bon, bref, et alors du coup, bah moi le sujet dont on parle pas assez et que je pourrais amener, c'est le capitalisme, hein. Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Combien de fois par jour tu dis ce mot à ton sens, Laura? Je ne sais pas, c'est un bingo que vous pouvez faire avec moi. Laura. Tu le dis plus que communisme, il y a un problème. Mais bien sûr, même bien sûr. Mais oui, non, bien sûr, si vous m'écoutez, vous pouvez faire un bingo et capitalisme, vous pouvez le mettre, ça vous rapporte pas beaucoup, mais vous êtes sûr qu'il tombe par contre, c'est à un moment donné, il va sortir. Bon, bref, et alors du coup, sur cette histoire de capitalisme, ben, alors on ne parle pas d'anticapitalisme, certes, ou de communisme pour le dire autrement, même si le communisme n'est pas... Enfin bon bref, non, je vais pas chipoter avec ça. Mais on parle même pas de la question du capitalisme, c'est-à-dire je trouve ça assez dingue. J'en ai parlé plusieurs fois ces derniers temps en story ou dans mon canal Insta pour celles et ceux qui y sont, que on entreprend dans un système économique, que vous y adhérez ou que vous n'y adhériez pas, de toute façon vous entreprenez dans ce système-là, mais en fait on sait même pas comment il marche la plupart du temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que généralement le capitalisme, pour avoir débattu des tonnes et des tonnes de fois avec des entrepreneurs X et Y, en fait, dès que tu poses la question de c'est quoi le capitalisme, ils savent pas répondre. La plupart du temps, ce qu'ils vont répondre, c'est changer des trucs, c'est l'argent. Mais en fait, tout ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Ça, c'est le marché, c'est le mode de distribution, mais c'est pas le mode de production pour le coup. Et donc, du coup, je trouve ça assez flagrant. Et puis, c'est d'autant plus flagrant, évidemment, quand c'est des coachs business, mentors business, consultants stratégiques, je sais pas quoi, qui sont les cadres du capitalisme à proprement parler. C'est pas un jugement de valeur, c'est au sens ils sont évidemment là pour que les entreprises prospèrent dans le mode de production.
mode de production qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas le fonctionnement. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça où des fois, ça me fait un peu les points d'interrogation dans la tête de me dire, mais comment on est censé entreprendre, liberté d'entreprendre, vous voyez, tout ce vocabulaire-là, dans un système économique dont la plupart du temps, sauf s'il y en a parmi vous qui sont des fanats d'économie ou si vous avez fait des études là-dedans, etc. Mais sinon, pour les autres, moi, tous mes potes qui sortent d'école de commerce, j'en ai, parce qu'il faut que je fasse les quotas, moi aussi. Donc moi aussi, j'ai des copains qui sortent d'école de commerce. Bah, ils savent pas, je trouve ça assez dingue. Et que du coup, et après j'arrête là-dessus, je passe la parole, et du coup, dans ce qui rejoint ce que disait Laure, c'était pas français ma phrase, vous avez compris, dans ce truc du discours libéral hégémonique, dans une forme de discours capitalistique hégémonique, bah du coup vous avez une majorité d'indépendants, indépendantes, entrepreneurs, entrepreneuses, qui se disent, nous avons besoin du capitalisme pour entreprendre, c'est indispensable, ou à la limite ce truc de, ouais ok ça a pas l'air terrible, ça fait des inégalités, en plus ça flingue la planète, mais il existe quoi d'autre à la place à part Staline? En vrai, je le dis avec provocation, mais bon, en vrai, c'est souvent ça quand même qu'on me répond. C'est quand même souvent ça. Et où est-ce que je voulais aller avec ça? Oui, voilà, et que du coup, bah, on peut pas, enfin, on peut pas, on discute peu d'autres manières d'entreprendre en dehors de ce mode de production où il y a beaucoup en plus de confusion, quoi. Voilà, c'était ça mon petit apport. Merci Laura. Juste avant de continuer, parce que peut-être on va partir sur une autre tangente, j'ai envie de vous dire pour les gens qui nous écoutent, questionnez-vous sur votre rapport à ce qui est dit là par Laure et Laura, parce que une des intentions qu'on avait avec cette table ronde, c'est de rendre visible le fait que la plupart des gens qui distribuent dans le monde qu'est-ce que c'est entreprendre, comment ça fonctionne, etc., il y a une seule vision dominante à laquelle beaucoup de gens essayent de se plier, alors que c'est pas leur vision de base de comment elles ont envie de fonctionner, ce qui est bon pour eux ou pour elles, comment elles voient le monde. Et je sais que c'est vécu, et ça je le dis du coup en posture de accompagnant entrepreneurial, je vois beaucoup de gens qui souffrent de on me dit que je dois fonctionner comme ça et j'essaye de m'y plier parce qu'on m'a dit que c'est la seule manière de réussir, alors que ça ne correspond ni à mes valeurs, ni à mon fonctionnement naturel, etc. Et je pense que c'est ça qui fait partie du problème, où il y a des personnes qui se posent comme détentrices de la vérité, qui ont beaucoup de confiance. Souvent, c'est des mecs qui ont beaucoup, beaucoup de confiance parce que c'est des mecs et ils peuvent avoir confiance même s'ils n'ont pas toutes les réponses, qui balancent ça avec une forme de voilà, c'est comme ça que tu vas faire et pas autrement. Et si tu fais pas comme ça, je vais dire que t'as pas assez travaillé et c'est de ta faute. Ben, en fait, ça fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes, quoi. Et du coup, ouais, j'ai juste envie ici qu'on rende visible un peu plus les angles morts de ces personnes pour se rendre compte, ben non, elles ne sont pas détentrices de la vérité à 100% et que vous n'avez aucune vérité, c'est pas vrai. Vraiment, Laure, dans le chat, elle vient de dire not all men. Pardon, je call out. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, Je blague. elle a dit des mecs, mais aussi des filles. C'est ça qu'elle a dit. Je me suis dit, je suis attends, comment je l'ai formulé? Non, non, some woman too, quoi, tu vois. Ouais, ouais, parce que alors moi, j'en peux plus, quoi. Je suis en train de les dégager les unes après les autres de mes trucs en disant de plus voir les contenus de cette personne tellement je. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que disait Laura. Oui, je suis d'accord, Laura, il y a aussi certainement un discours libéral, mais honnêtement, d'une part, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qu'on ait confiance parce que s'ils comprennent pas ce qu'elles vivent, enfin, tu vois, ils se rendent pas compte. Et quand je dis que je vois de la peur, pour ça, je pourrais donner des exemples, c'est les personnes qui en deviennent passives, agressives, voire franchement agressives, et que je ne vois pas dans un rapport de domination volontaire et consciente, mais plutôt dans un système nerveux tellement délabré qu'à un moment donné, quand on est dans une pression comme ça, on ne sait pas faire autrement que de taper dans le tas et de culpabiliser les gens pour vendre, quoi. C'est pour ça que je parle de peur et d'inquiétude et pas juste de domination. Lucie, Jade, qu'est-ce que vous rajoutez dans notre petit melting pot des angles morts là? Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Laura, et Laure d'ailleurs. Mais pour moi, il y a un truc qui est qu'on réfléchit beaucoup dans le milieu entrepreneurial à qu'est-ce qui marche. Mais c'est le seul angle d'analyse en fait. Est-ce que ça va marcher? Et on réfléchit pas aux conséquences que ça a à plus long terme. Mais voilà, ça me fait penser, c'est marrant, j'ai vu Oppenheimer il y a pas longtemps. Il y a ce truc en fait de parfois on veut faire la découverte, on veut faire l'avancée, on veut que le truc il marche. Et on pense pas, ok, mais qu'est-ce qui va se passer après? Quelles conséquences ça va avoir sur le long terme? Quel monde ça a construit?
de faire ça. Donc, je sais que toi, Thomas, un de tes sujets, c'est beaucoup l'IA. Et moi, dans mon milieu où je fais beaucoup de rédaction, c'est clairement un gros sujet. Voilà, c'est oui, là, moi, je vois des posts à longueur de journée sur j'ai créé mon armée d'agents IA qui font mon boulot à ma place, etc. Ok, peut-être tu vas gagner 10 heures par semaine, mais derrière, c'est quoi les conséquences à long terme? Quel monde ça construit? Quel impact ça va avoir sur toi, sur ta vie, sur ton business, sur le monde? Donc ça, c'est un premier élément que je voulais ajouter. Et puis sur ce que tu disais, Laura, sur le fait qu'il y a une difficulté à imaginer en fait d'autres systèmes, ça rejoint une de mes marottes, qui est la question des nouveaux récits. Donc moi, j'ai fait des études de lettres et j'ai beaucoup travaillé sur comment la littérature, le récit peut se saisir des enjeux sociétaux. Et du coup, de comment en fait, si on ne peut pas imaginer quelque chose, on ne peut pas le mettre en place. Et la difficulté, c'est qu'on vit dans un système, donc le système capitaliste, mais à une autre échelle, l'écosystème entrepreneurial, où il y a des choses qui sont vues comme des vérités, comme des états de fait qui sont immuables. Moi, j'ai tout le temps des discussions sur le capitalisme avec des gens qui me disent, mais en fait, il n'y a pas d'autres possibilités. Et donc, un des gros enjeux, dans un premier temps, même si ça paraît pas concret ou applicable immédiatement, c'est de se dire qu'est-ce qui serait possible d'autre, comment on peut l'imaginer, puis ensuite on verra comment on peut peut-être le mettre en place. Mais voilà, on peut pas construire quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, et il y a un gros enjeu là-dessus pour nous. Je me permets juste de rebondir sur ce que vient de dire Lucie, c'est intéressant parce que vous voyez le poids du discours hégémonique quand par exemple elle dit qu'elle discute avec des gens qui lui disent oui mais il n'y a rien d'autre qui peut exister à part le capitalisme et qui n'arrivent pas à se représenter autre chose, c'est un mode de production qui a 200 ans quoi. La majorité de l'humanité a fonctionné sans ça quand même. Mais ça, même ça, je pense qu'ils le savent pas parce que t'en as Mais bien sûr. Comme tu dis, qui confondent capitalisme et marché, qui te disent mais depuis que l'argent existe, alors la monnaie. Oui voilà. Non mais oui non mais bien sûr. C'était justement, je trouvais que ça appuyait ce qu'on dit depuis le début, c'est que du coup quand t'as un discours hégémonique, on ne s'interroge pas sur. Au bout d'un moment tu t'interroges même plus. Mais moi la première, il y a plein de trucs que j'ai répétés pendant des années. Parce que je l'ai appris à l'école, parce que après je l'ai entendu partout dans ce milieu, tu vois, je l'ai répété jusqu'au jour où les camarades communistes ils m'ont dit oui, bien sûr, combien, quand, comment, et puis là je me suis retrouvée en mode genre, ah mais en fait je ne sais pas répondre à cette question. Je dis mais oui tu sais pas répondre parce que c'est faux en fait. Ah oui, ok. Tu vois. Et donc ouais bien sûr tu vois le truc de, enfin là on reprend l'exemple du capitalisme, ça marcherait pour plein d'autres sujets, le truc de on peut pas fonctionner autrement. La croissance par exemple, le PIB. Bon. Voilà. Est-ce qu'on met Jade dans le melting pot de ton point de vue? Bien, Jade. Yes. Moi, je voulais ajouter par rapport à toutes les injonctions, notamment une que je trouve qui fait assez mal dans le milieu entrepreneurial et qui est assez spécifique. Je suis partie sur un exemple concret sur le personal branding. Et on ne reconnaît pas que le personal branding est un privilège et que en fait tout le monde ne peut pas se montrer sans danger du fait de son identité, de son genre, etc. Et que pourtant on entend personal branding, c'est vraiment l'élément clé de ton entreprise et de ton système d'acquisition pour avoir tes clients. Et je pense que ça, c'est un sujet où il faut pouvoir replacer les privilèges de chacun et de voir que, voilà, par exemple, moi, en tant que femme racisée, je me prends des commentaires racistes quand je poste certaines choses. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose dont il faut parler. Et la deuxième chose, parce que du coup, j'ai sélectionné aussi, comme vous toutes, pour aujourd'hui, c'était la représentation, le manque de représentation, le manque de modèles. Et je pense que ça rejoint aussi tout ce que vous avez dit, parce que au final, on reproduit même inconsciemment des choses parce qu'on ne voit que ça. Et que les autres modèles en fait ont très peu de visibilité.
Et je pense que là, déjà, s'il y avait une meilleure représentativité de toutes les formes d'entrepreneuriat, de tous les entrepreneurs, les types d'entreprises aussi, qu'on voit pas tout le monde, tous les entrepreneurs ne font pas du digital, et ben je pense que ça mettrait à l'aise beaucoup de personnes pour pouvoir entreprendre voilà, aligné avec leur identité. Mais ça me fait penser ce que tu dis sur la représentation, que même quand on parle de l'entrepreneuriat, en fait, je crois que les gens ne savent même plus ce que c'est entreprendre à la base. Entreprendre, c'est même pas une question de construire une structure juridique, etc. Entreprendre, c'est imaginer un projet et mettre des choses en œuvre pour mener ce projet à bien. Et on peut entreprendre des choses qui n'ont rien de professionnel, etc. Et en fait, on a tellement perdu cette définition-là qui, du coup, est très ouverte et qui permet plein de possibilités qu'on se retrouve avec des tocards sur LinkedIn qui passent sur M6 et qui nous disent que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Et en fait, quand tu décortiques, tu te dis, mais il ne parle pas de l'entrepreneuriat ou des entrepreneurs, il parle d'un type bien spécifique d'entrepreneuriat, souvent start-up, avec des recherches d'investisseurs qui vont leur coller au basket pendant un an pour qu'ils être rentables. Enfin, on est dans un truc ultra spécifique, par contre, qui est dominant dans le récit, mais qui n'est pas du tout dominant dans la vraie vie sur le terrain. D'ailleurs, les startups, Exactement. par exemple, c'est quoi? C'est 2% des boîtes, un truc comme ça. Enfin, c'est ridicule le nombre de vraies startups et c'est devenu le modèle, etc. Et je trouve que c'est même assez fou de se dire, alors je n'ai pas la réponse, mais c'est un questionnement qui vient, qu'est-ce qui amène des réalités très minoritaires à devenir extrêmement dominantes dans les récits? Est-ce que c'est juste que ce sont des réalités qui sont telles des personnes qui sont déjà dans une posture de pouvoir et qui du coup vont diffuser ça, ou qui ont certains privilèges aussi? D'ailleurs, je rebondis sur les privilèges. Pour donner un exemple, il y a, sans citer de nom, mais il y en a peut-être certains qui seront tombés dessus et qui verront qui c'est, mais peu importe, en fait, c'est pas sur la personne, c'est sur le principe. Une entrepreneuse qui a des centaines de milliers de personnes qui la suivent. On est sur quelqu'un qui a une vraie notoriété et qui fait une newsletter pour un nouveau produit où elle va apprendre à créer quelque chose, même quand on a une petite audience. Et la preuve, parce que moi, quand j'ai lancé mon podcast en un mois, je suis passée de 0 à 1500 personnes qui étaient. Mais tu pars pas de zéro, en fait. Tu as des centaines de milliers de personnes qui te suivent. Donc, comment tu peux, pourtant, avec ton intelligence et normalement un petit peu de réflexion, dire à des gens à qui tu vends quelque chose, regardez, ça va marcher pour vous, mais avec une petite audience, parce que regardez, je l'ai fait, alors que tu n'as pas du tout la même posture. Donc, même le sujet des privilèges, je trouve qu'en soi, c'est un truc sur lequel les gens n'ont pas du tout conscience. Les À gens, fond. se situer n'est pas un truc que les gens sont habitués à faire Mm. du tout. Et donc, quand on ne sait pas se situer, on ne peut pas prendre conscience de ses privilèges et on va balancer ce genre de conneries. Et il y a des gens qui vont être là, ah bah oui, eh ben moi, ça ne marche pas pareil. Eh ben non, ça ne marche pas pareil. Quand tu n'as pas 250 000 personnes qui lisent tes posts LinkedIn, forcément, tu remplis moins vite ton podcast, quoi. Enfin, un Bah, truc pour moi, auquel c'est... Vas-y, Thomas. Vas-y. Non. J'allais juste dire, je pense que c'est une façon de résumer le principal angle mort de l'immense majorité des gens Ouais. qui disent être des enseignantes ou des créatrices de contenu. Et là, je dis enseignante parce que je parle en féminin neutre, mais a priori, effectivement, ça concerne plutôt les mecs. De ne pas se rendre compte de ses privilèges ou de ne pas se rendre compte de ses biais de pouvoir personnels et de, du coup, prendre sa situation individuelle pour une généralité applicable à tout le monde. Et c'est quelque chose qui, je pense, à partir du moment où on le rend visible dans la façon d'enseigner quelque chose, bah, ça met beaucoup plus de nuances, c'est Mhm. beaucoup plus au service des gens en face aussi. Et tu vois, un exemple, c'est, Jade le mentionnait, on n'est pas toutes égales face à la stratégie de créer du contenu sur Internet, alors que c'est présenté comme une stratégie absolument indispensable pour 100% des entrepreneurs, sinon vous êtes des sombres merdes si vous ne créez pas de contenu et vous n'avez pas d'audience et nanani. Mais en fait, c'est pas la même réalité entre moi, un mec blanc, hétéro, cisgenre qui va publier sur LinkedIn et où on va partir du principe que ce que je dis c'est vrai. Là où, si j'étais dans un autre cas, ou si j'ai pas le privilège d'être un mec, ou si j'ai pas le privilège d'être blanc, ou si j'ai pas le privilège d'être hétéro, ben du coup, on va pas partir du même principe que ce que je dis, c'est la vérité. Il y aura plus de pushback dans les commentaires, plus d'argumentation, plus de personnes qui vont douter de ma parole. Et du coup, ben, on peut pas appliquer la stratégie de la même manière. Et ça, je pense que c'est un des angles morts principaux.
enfin c'est l'espèce de boîte qui encapsule tous les autres angles morts qu'on dit, c'est je ne suis pas conscient que ma position dans la société influence ce qu'il est possible pour moi de faire ou pas, quoi. Après, je Et- pense qu'il y a aussi des gens qui sont conscients et qui s'en foutent. Très honnêtement. Non, mais enfin, tu vois, je vois ce que dit Cécile dans le chat, c'est un argument marketing aussi. Moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Effectivement, enfin, tu vois, moi, à la base, ma compétence, c'est le copywriting. Je vois tout le temps des posts de gens qui disent, bah oui, il faut faire ça parce que ça marche. Et puis des gens qui répondent, et éthiquement, t'as pas de souci avec ça. Et puis, bah, peu importe, c'est ça qui marche, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que je recommande à mes clients parce que ce qu'ils veulent, c'est du ROI. Donc, oui, il y a des gens qui n'ont pas conscience, puis il y a aussi des gens pour qui c'est juste pas un sujet, en fait. Ça les intéresse pas. Le truc sur lequel je voulais rebondir, que disait Laure au début de sa prise de parole sur entrepreneur, oui, enfin bon, c'est quand même une grande catégorie et tout, c'est que c'est le truc que quand on a commenté hier avec Thomas en stream, pour celles et ceux qui l'ont vu en live ou en replay sur la taxe Zuckman, où on a vu, là, si vous avez suivi les débats sur la taxe Zuckman. Ça fait partie de mes exemples, ça. Les Ah autres. ouais, putain, là, on a eu pendant un mois et demi, là, on avait tous les patrons de France et Navarre qui appelaient. Fermé, putain. Non, mais c'est ça, qui appelaient sur tous les standards pour dire c'est une catastrophe. Mais tu ne la paieras jamais, la taxe Tu paieras Zuckman, ne me gonfle pas, tu vois. Tu Et en gagnes fait, 2200 euros par mois, non, mais Gérard. c'est ça, tu vois. Et en fait, ça me faisait penser, pour donner un fond un peu plus, avec un peu plus de contenu que l'agacement, dans un cours que donnait Antoine Vatan, qui est un universitaire économiste, marxiste, il disait la définition d'entrepreneur, et ça dépend de quelle définition on donne, mais il disait, si vous donnez à entrepreneur la définition de gestionnaire de la production, celui qui gère la production, qui lance les projets, qui s'assure que les projets avancent, machin, voilà, et ben, à ce titre-là, ces gens sont des travailleurs. Et donc ils ne sont pas les grands bourgeois capitalistes qu'ils pensent être. Et donc souvent ça me fait rire parce que vous voyez pardon, c'est un cliché que je vais faire, c'est pas bien mais c'est contre un mec donc c'est pas grave. Vous voyez le stéréotype du mec qui fait les podcasts sur les réels Instagram où il fait genre qu'il est en interview alors qu'en fait il est tout seul dans son bureau. Enfin vous voyez ce lore là, vous voyez, et qui se prend pour Bernard Arnault, qui pense que tu sais, quand tu veux, tu peux, et en fait tu vas devenir millionnaire et puis milliardaire, machin, et t'es en mode, mais frère, il y a un siècle de sociologie pour te prouver que non, ça n'existe pas en fait. Bernard Arnault est là où il est parce qu'il vole des ressources, c'est tout. Tu vas pas te retrouver à sa place. Enfin bon voilà, c'était ma petite, hein, ça me permettait de tacler un peu les bourgeois, ça me faisait plaisir. Mais tout à l'heure, attends, c'était Lucie, tu disais un truc. Merde, je l'ai perdu. Non, bah, allez-y, enchaînez, je vais retrouver. Il y avait aussi un lien que je faisais. Bon, allez-y, du coup, voilà, c'était ma meilleure intervention. Vivement la fin de la semaine. Quelle idée de faire ça un vendredi après-midi. Par rapport aux commentaires de Cécile aussi et au fait du coup de coupler le fait de savoir d'où on vient et aussi que notre parcours est particulier, qu'on ne peut pas l'appliquer aux autres, je pense qu'il y a ces raccourcis en fait qui sont faits donc de par la stratégie marketing, mais aussi pour convaincre absolument, quoi qu'il en coûte, les clients qu'on veut avoir pour faire notre chiffre, etc. Et en fait, les personnes qui sont dans cette position-là font des raccourcis énormes et en plus cachent les 80% du job qu'il y a réellement à faire pour ça. Et ça donne, là je pense beaucoup dans les coachs business, c'est ça qui me vient tout de suite. C'est que au final, les gens vont mettre la main à la poche et puis vont se retrouver un peu démunis quand ils seront dans le programme et après le programme. Et je pense que c'est le genre de raccourci et puis cette position de il faut faire de l'argent coûte que coûte euh, embarque un peu tout le monde dans le mauvais chemin, quoi. Oui, Et parce du coup, qu'il y merci. a... Ah pardon, vas-y, t'as Non, 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 retrouvé vas-y, là? c'est bon. Vas-y, c'est J'allais bon. dire, il y a la promesse d'entrée qui est souvent beaucoup plus mirobolante et ensuite derrière, oui, mais en fait, bon, il y a la réalité. Et c'est vrai Exactement. que du coup, moi je le vois beaucoup parce que c'est une partie de l'écosystème que j'essaye de pas mal analyser, puisque voilà, je me retrouve dans cette posture là aussi. Et tu vois tellement de gens qui misent de l'épargne, des sous mis de côté depuis longtemps sur des programmes hyper chers, et qui, une fois dedans,
même si je me retrouve pas en résonance avec ce qui est véhiculé et les valeurs du truc, ben comme j'ai mis tout cet argent, je me force à faire exactement ce qui est dit, parce que sinon, je me raconte que c'est moi le problème, j'ai pas utilisé le truc, j'avais qu'à suivre le protocole, gna 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 gna, et que du coup, on est dans ce truc de tout le monde fait du copier-coller, de quelque chose auquel on croyait même pas au départ, mais on se Mm. retrouve pris dans l'engrenage, quoi. Et je pense que c'est ça aussi, comme tu le dis, un des problèmes, c'est qu'il y a ce discours qui est répété, véhiculé comme une vérité ultime, et que soit tu y adhères, soit c'est toi le problème et on te renvoie le truc en mode gaslight, t'as pas fait le taf, c'est de ta faute, blablabli, Ouais, mais en blablabla. fait, c'est un discours de bourgeoisie hégémonique, tu vois. Oui, C'est-à-dire que la bourgeoisie de pouvoir, que pouvoir économique, pouvoir politique, etc., il y a quand même un truc, je vous invite à prendre 2 secondes pour analyser quand même le discours, enfin le fond du discours, qui est quand même la méritocratie, machin, quand tu veux, tu peux, si tu travailles dur, tu vas réussir, blablabla, machin. Vous voyez, donc un truc qui est quand même très individualiste, par ton individualité, tu peux t'extraire l'ascenseur social, je sais pas quoi, tu vois. Mais dans le même temps, ils sont capables d'avoir quand même un discours qui est ultra déterministe, vous voyez. Et en fait, la subtilité, le saut quantique, le saut qualitatif pour comprendre cette pensée-là, c'est déterministe pour les gueux, la populace est déterminée, moi, moi c'est pas pareil. Moi, quand je veux, je peux, vous voyez. Et du coup, enfin, c'est quand même une particularité de la pensée libérale bourgeoise d'avoir quand même une contradiction épistémologique de fond, d'être ultra déterministe d'un côté et ultra existentialiste au sens individualiste, machin, méritocratie, tout ça, vous voyez. Et en fait, je suis désolée d'être désagréable, mais c'est juste que le fond de cette pensée, c'est tous les humains ne se valent pas. Et Hmm. moi, je vaux mieux que les autres, en fait. Et s'il y a des gens suffisamment concons pour acheter mon truc, et ben en même temps, ces pauvres gens aussi, il faut bien qu'on les aide. Voilà, parce que sinon ils s'en sortent pas dans la... Pardon, pardon. Non, c'est moi, c'est ma faute. J'arrête, je m'énerve, j'arrête. Mais merci Laura, c'était ça en fait qui m'échappait, c'est que effectivement, quand tous ces discours, en fait, le truc de fond qui tient et qui fait que ça tient tous ces discours un peu pourris, c'est que quand en effet on écoute ces injonctions, qu'on s'y met et qu'on se rend compte que c'est difficile, au cas où on voudrait dire, peut-être que ce contenu, cette chose qu'on m'apprend, en fait, c'est peut-être pas génial, en tout cas, ça me convient pas. Bah, de toute façon, t'es quand même foutu puisqu'on t'explique que la difficulté est le signe que c'est la bonne direction pour toi. Donc, si ça te fait peur, si c'est dur, etc., et puis que de toute façon, quand on veut, on peut, et puis de toute façon, comme ça, après, tu seras un warrior. Et donc, en fait, ce discours méritocratique, c'est aussi un espèce de levier qui, et là, je reviens sur ma poêle qui se fout du poêlon, c'est-à-dire qu'on nous explique, alors là, quand moi je parle de slowpreneuriat, je ne vous raconte pas le nombre de personnes qui me regardent genre, ça va les branleurs, parce qu'il y a quand même cette idée de comment ça, vous ne voulez pas travailler et la valeur travail, elle est où et bûcher, etc. Donc, il y a quand même si les gens le disent gentiment, mais il y a parfois, je sens quand même que ça vient les chercher. Mais finalement, est-ce que ce ne sont pas les gens qui restent un peu mollement dans ces visions? Il ne faut surtout rien questionner, il faut surtout rien bouger, il ne faut pas remettre des trucs en question. Pardon, mais moi j'ai l'impression quand même que ça fait quelques années que je charbonne à mon rythme dans ma zone de confort peut-être, mais aller déterrer les trucs, aller au fond des choses, euh, et justement refuser ce discours de quand on veut, on peut, méritocratique, eh bien oui, bah du coup, ça demande d'adapter les accompagnements aux personnes qu'on a en face de nous, de faire du cas par cas, en fait. Ça demande d'être hyper dans le cas par cas et prendre chaque personne avec sa réalité, avec ses blocages, avec ses privilèges quand il y en a, parce que quand il y en a, on est bien content de s'appuyer dessus. Ça demande vachement plus de subtilité et de travail finalement quand on aide ces personnes-là. Et donc, les coachs business qui, en fait, ne sont pas coachs business, on va peut-être se mettre tous d'accord, la plupart des coachs business sont en fait des experts marketing, des pros du marketing, en tout cas des pros d'une manière de faire un truc de marketing, mais ce ne sont pas des spécialistes du business et de l'entrepreneuriat pour la majorité d'entre eux. Leur discours qui est il faut être fort, il faut se faire du mal, etc. Mais eux ne le font pas en fait. Hein. C'est pour ça que je dis depuis le début, c'est la poêle qui se fout du poêlon. Eux, ils ne le font pas, puisque quand on leur explique, bah oui, mais il faudrait peut-être faire un peu plus de cas par cas, c'est non, on peut quand même pas faire du cas par cas. Ah bah c'est moins scalable. Laure, je Mais pense que t'es pas dans le bon mindset. ouais, Ouais. c'est un problème de Ouais. relation à l'argent. Oui, tu vois, je sens qu'au niveau de la fréquence, tu vois, ça. Je vibre pas, Non, non, t'es pas dans le bon mindset. voilà, mais les, c'est vraiment ça, c'est que moi je vois, enfin je vois d'autres paradoxes que toi Laura, mais j'ai l'impression que les gens me parlent et je suis là, mais pardon, mais la poutre là.
que tu as dans l'œil, à un moment donné, il va falloir l'avoir, quoi. J'ai pas le mindset d'abondance. Mais c'est évidemment ça le problème de l'or. Mais moi, j'arrête pas de lui dire. Elle m'écoute pas, mais c'est parce Les qu'elle est pas amis, prête. La décroissance, c'est que j'ai peur de l'argent, en fait. Mais bien sûr. je vais venir intervenir à cet endroit-là parce que c'est le moment où cette table ronde peut partir dans un sens ou dans l'autre. On arrive à 15 minutes de la fin du temps qu'on s'était donné et juste pour pas qu'on plombe tous les gens qui nous écoutent et qu'on se dise on est vraiment dans un milieu de merde et il ne peut rien se passer de bon à là-dedans, je suis curieux si vous avez envie ou l'élan ou l'espace de nous partager qu'est-ce qui vous fait du bien pour continuer d'avancer, de trouver une façon d'être fonctionnel, de tirer votre épingle du jeu, sachant tous ces angles morts et comment on y résiste, hein? Comment vous faites pour continuer de trouver votre façon d'avancer là-dedans? Enfin, voilà, je suis curieux on a un peu, et on pourrait en parler pendant des heures et des heures en vrai de tous les angles morts et de zoomer dans chacun et tout, ce serait fascinant à faire, mais ce serait pas un format de 1 heure. Mais sachant qu'on a ouvert pas mal de boîtes et qu'on se rend compte que globalement, il y a beaucoup d'angles morts, qu'est-ce que vous faites pour survivre? Comment vous faites pour avancer? Et peut-être Lucie, je te tends la main en première puisque je sais que de ta position sociale, tu as des responsabilités de maman à prendre d'ici peu. Oui. Est-ce que tu as envie de répondre en premier? C'est super dur parce que j'ai pas envie de tomber dans l'écueil de voilà la solution. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé la solution. Donc oui, Laura, tu dis bien s'entourer. Je pense que moi, clairement, c'est la petite minute promo. J'ai rejoint CERF. Oui. Ceci n'est pas prévu. Mais ouais, en tout cas, être entourée de personnes qui partagent mes valeurs. Et ce que je me disais au début, je me disais, en fait, tous ces sujets-là, est-ce que c'est des angles morts? Enfin, moi, dans mon feed, j'ai l'impression que tout le monde parle que de ça. Parce que je suis dans un petit écosystème où j'ai l'impression que tout le monde est écolo, féministe. Donc, j'ai pas de réponse, j'ai pas l'impression d'être au bout de ce cheminement moi-même personnellement. Mais par contre, pour moi, c'est un truc, c'est par itération. Et c'est juste de pas lâcher, en fait, de me dire, continuellement, je vais vers du mieux et progressivement, je remets en question ce que je suis capable de remettre en question parce que c'est dur quand on commence d'avoir du recul. Enfin, c'est comme tout, on commence, on apprend les règles et après, on peut les transgresser. Donc, enfin, je sais pas. Moi, ma réponse pour moi, c'est OK de pas être très avancé dans ce cheminement encore et je pense juste faire confiance au fait que ça, juste par le fait de s'entourer, d'échanger, de s'informer, on progresse même sans s'en rendre compte, quoi. Qui enchaîne? Vas-y. Ouais. J'y vais, ouais. De toute façon, je vais rebondir sur ce qu'a dit Lucie, parce que le premier truc que je me suis noté, c'était pareil, moi, alors, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de trucs qui m'aident, parce que je me sens pas particulièrement dans un désarroi. Mais en tout cas, ce qui fait peut-être que du coup, je me sens pas dans le désarroi, c'est aussi le côté collectif, la solidarité, le militantisme au sens large, dans le sens que mener la lutte, c'est aussi avoir un sentiment de pouvoir d'agir sur quelque chose, même si on sait très bien qu'évidemment c'est pas soi-même individuellement que on va changer le truc. Bien sûr, l'émancipation est collective. Ça faisait longtemps que j'avais pas cité Marx. C'est le deuxième bingo que vous pouvez faire avec moi. Vous êtes sûr qu'à un moment donné ça tombe. Voilà. Et après, l'autre truc, ça peut être aussi de monter selon le temps, l'énergie, la disponibilité que vous avez, la santé que vous avez, de monter des trucs. Parce que l'avantage d'être entrepreneur, entrepreneuse, indépendant, indépendante, c'est que on a l'habitude de monter des trucs, on a l'habitude de gérer des projets, de les piloter, de coopérer, etc. Donc, voilà, comme nous, on a monté l'ITTI, l'Institut pour des travailleuses et travailleurs indépendants, mais on peut monter, je sais pas moi, des syndicats, des associations, ou juste comme là, la table ronde. Enfin, c'est aussi des endroits où on réunit du collectif, on discute, machin, voilà. Et après, le dernier truc que je me suis noté, nous, côté communiste, disons, on a l'habitude de galérer parce qu'on n'a pas tout à fait eu le vent en poupe ces dernières années, donc nous on est un peu habitués, mais même si ça change un peu. Et donc du coup c'est le truc sur lequel je voulais conclure, c'est un truc dont je parle souvent dans les streams avec Thomas ou en React, tout ça, c'est la question de l'optimisme. C'est que franchement camarades, je sais pas où est-ce que vous êtes politiquement, mais tout ça ne s'annonce pas si mal.
Je vous invite à résister à tous ces discours qui essayent de vous dire toute la journée que on va pas y arriver et que c'est cuit et que c'est foutu. Ça vient toujours des mêmes. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent d'autre? Ce sont des adversaires politiques. Ils vont pas vous dire, bah oui, bien sûr, vous allez y arriver, etc. Mais on a eu une bonne nouvelle à New York. Et alors, les bonnes nouvelles qui viennent des États-Unis, franchement, Pas beaucoup. ça n'arrive pas souvent chez eux. Hein. Franchement, ça n'arrive pas souvent. Et même en France, je ne veux pas embarquer dans la politique électorale, on n'a pas le temps, c'est pas le sujet. Mais tout ça ne s'annonce pas si mal, franchement. Oui, parfois on gagne, exactement. Mais on n'en parle pas assez. Et c'est Oui. peut-être avoir conscience de ça. Moi, il y a plusieurs choses qui m'aident à garder la tête froide par rapport à tout ça. Déjà, c'est que moi, aujourd'hui, et Laura, c'est un petit peu pareil, je pense, mais et Thomas aussi, c'est-à-dire que moi, le fait d'avoir fait le centre de mon travail aujourd'hui est de me concentrer, d'étudier, d'apporter des solutions par rapport aux choses négatives que j'observe. Donc, je suis quand même beaucoup dans l'action et c'est vrai que si je compare par rapport à certaines de mes clientes qui, elles, ont un autre métier et qui défendent quand même ça, moi, ça m'aide beaucoup. Je pense que c'est plus facile quand en fait, quand on prend le problème et qu'on en fait une partie importante de sa vie, voilà, c'est pas le seul moyen, hein, mais moi, c'est quelque chose qui m'aide. Euh, Sortir de LinkedIn et d'Instagram, aller rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont des gens de la vraie vie. Moi, ça m'a beaucoup aidé à me rendre compte que finalement, beaucoup d'injonctions que je ressentais étaient des injonctions d'un certain milieu qui étaient certes les plus diffusées médiatiquement au sens large, hein, c'est-à-dire autant réseaux sociaux que grands médias, etc. Mais que quand on va dans un club d'entrepreneurs, quand on va juste dans un coworking, etc. Enfin, c'est quand même beaucoup plus détendu sur le terrain et ça permet de se dire, bon, tout n'est pas foutu. Et tu as dit un truc. Ah oui, et moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé là, cette dernière année, parce que j'avais tendance à être très en colère, j'ai été quand même dirigée pour les quelques personnes ici qui ont lu mon livre, j'ai introduit comme ça. C'est la colère qui m'a amenée là, qui a été un vrai moteur d'action, mais qui honnêtement ronge de l'intérieur. Donc, j'avais un vrai enjeu personnel, moi, de sortir de ça. Surtout que je préfère donner plutôt une impression joyeuse. Enfin, j'ai pas envie d'être la vieille grincheuse dans son coin, gna, 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 la performance, c'est nul. Mais c'est pas facile à faire. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est je me suis fait accompagner là par Déborah Pardo, qui est une scientifique à impact. À la base, on pourrait se dire, ouais, quel rapport? Bah justement, c'est comme une meuf qui parle d'écologie et qui arrive à donner des bonnes nouvelles et qui est vraiment sur cet axe de euh, si on veut que les choses bougent, d'une part, ça demande d'aller regarder, d'aller au-delà de la surface de l'iceberg et voilà, de plonger en profondeur sur qu'est-ce qui nous a amené là et qu'est-ce qui nous amène là. Et elle a une vision très optimiste. Et moi, je sais que voilà, trouver des gens, elle ou d'autres, mais en fait des personnes qui sont capables de vous insuffler une vision optimiste d'agir parce que il nous faut enfin, 6 infos. Attends, c'est quoi le ratio, je crois? On a besoin de 6 informations positives pour passer au-delà de l'impact qui va nous donner une info négative, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que on a l'impression que tout fout le camp, mais aller se nourrir de contenu, de voilà, de qu'est-ce qui fonctionne. Et dans les marges, en fait, il y a déjà plein de choses. Au niveau politique, ça avance. Là, moi, je suis beaucoup sur le sujet de la robustesse. C'est pareil, quand on commence à creuser, il y en a partout. C'est juste que ça n'a pas encore émergé. Donc, c'est avoir cette curiosité de sortir des trucs un peu mainstream, aller sur le terrain, aller lire des choses sur des choses qui vont bien, des exemples. On a un fourmillement de ressources pour ça. Regardez Arte, quoi. Enfin, cette chaîne est fabuleuse. Il y a plein de documentaires et de séries de commentaires. Moi, j'ai regardé L'appart du futur sur la low-tech. Là, je me régale. Ça fait du bien, en fait. Mais il faut aller chercher. C'est vrai que ça demande de la proactivité. Mais même gratuitement, il y a quand même pas mal de choses. Jade? Je vous rejoins toutes sur les différentes solutions. Moi, je pense que je suis au début du chemin parce que j'ai fait un burn-out il n'y a pas si longtemps que ça, et que j'ai été aspirée dans le trou du scale donc j'en ressors depuis pas très longtemps. Et en fait, par rapport notamment au sujet de la visibilité, parce que
je pense qu'au fond, j'ai envie d'être visible et de pousser du contenu et d'animer des podcasts, des émissions, etc. Donc j'y vais pas à pas et du coup, je fais un pas en avant, un pas en arrière, je tâtonne et tout. Mais en même temps, je trouve que c'est ça qui nous permet d'être à l'aise au bout d'un moment et de pouvoir y aller en toute sécurité et bien ancré. Et je pense qu'il faut se laisser ce temps-là de faire des petits allers-retours, d'aller tester. Je pense que se laisser un espace de jeu pour aller tester des choses, etc., c'est super important et moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup aussi et j'ai vu l'entretien ce matin dans ton podcast Thomas sur le slasher, etc. De pouvoir s'autoriser à faire plein de choses, etc. et ne pas se dire qu'il faut rester pendant X temps sur telle thématique sans s'en sortir et retrouver le plaisir en fait. Je pense que c'est vraiment cette notion de plaisir dans l'entrepreneuriat. Donc ça m'aide beaucoup. Après, par rapport à leur représentativité, ben, je vais chercher des modèles pour les interviewer. Et du coup, ça vient nourrir vers là où je veux aller, etc. Donc ça, c'est assez puissant. Et au-delà, on n'a pas besoin d'avoir un podcast pour faire ça, je vous rassure. Pas besoin de lancer son podcast. Mais au tout début, quand je me suis lancée, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est d'oser aller envoyer un message, faire un petit commentaire, faire des cafés visio avec des personnes qui se rapprochent de là où on voudrait aller et de pouvoir échanger. Et c'est vrai que bah, je rejoins ce que Laure disait juste avant, c'est-à-dire que de vraiment faire des vraies rencontres et aussi de voir ce qui ne peut nous nourrir au niveau individuel et sortir un peu de la masse et peut-être du nombre d'abonnés qu'on peut avoir et d'avoir ces grosses masses qui au final apportent plus de stress qu'autre chose et d'être dans l'humain et dans le rapport humain à humain. Ça, je trouve que ça fait beaucoup de bien dans notre activité et dans la manière dont on avance. Donc, ah oui, et le dernier truc super important, c'est que j'ai décentré le business de ma vie. Et ça, alors là, ça, je pense que c'est le truc qu'il faut absolument faire. Sûrement qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait. Moi, personnellement, c'était l'inverse. Bon, vous me direz qu'avec 3 enfants, j'ai peut-être plus trop le choix aussi. Mais en tout cas, du coup, ma vie perso m'apporte de la joie qui me permet de mettre à distance ce qui se passe sur le business, etc., etc. Donc, ça, c'est très important pour moi et je pense que ça peut beaucoup aider. Je me permets de rebondir sur un truc que dit Jade parce que je comprends de fou le truc d'y aller pas à pas sur l'exposition. Je vais dire médiatique, enfin, bah, bref, réseaux sociaux, place publique, quoi, vous comprenez ce que je veux dire. Et parce que je crois qu'il se passe pas une semaine sans que je me prenne un commentaire misogyne quelque part sur les vidéos YouTube, Instagram, que sais-je. Et donc le truc que je voulais dire, c'était pensez-y, parce que, mais je vous dis ça, moi non plus j'y pensais pas. Mais j'aurais pas eu place publique dans le bingo. Aïe aïe aïe, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Aïe aïe aïe. Non, je voulais dire les créatrices de contenu que vous aimez, machin, allez les soutenir dans les commentaires. En vrai, je sais qu'on n'y pense pas. Moi, il y a plein de fois où j'y pense pas, mais en vrai, laissez un petit commentaire sympa. Je vous assure, quand on est de l'autre côté et qu'on a lu X commentaires misogynes ou racistes ou validistes ou que sais-je, franchement, ça fait plaisir. Et en plus, c'est aussi utile parce que pensez à ceux qui lisent les commentaires qui sont un peu neutres sur le sujet du contenu, ils savent pas trop, ils arrivent dans les commentaires, ils voient que les fâchelards il y a que les mascus, les racistes, machin qui viennent commenter. Et du coup, pour les créatrices de contenu, voilà, ça redonne un peu de motivation. Et c'est pas que commenter pour rentrer dans l'art de cela, hein. C'est commenter l'explication, en fait. C'est noyer ces cons dans de la réflexion et des commentaires positifs, en fait, hein. Oui. Des fois, sinon, ça leur donne beaucoup trop de valeur. Oui, au sens de, voilà, nous, ça nous fait du bien, on est l'argent, ok. Il y a des gens qui aiment bien, parce que, vous connaissez le truc, hein, de toute façon, on fait tout ça, faire partie de la majorité silencieuse de plein de créatrices de contenu, parce qu'on commente pas tout le monde non plus, quoi. Mais bon, voilà, c'était mon truc. Moi, j'ai envie de dire un dernier truc assez actionnable
par rapport à toutes nos réflexions, c'est que quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien personnellement, c'est de bloquer sur mes réseaux les discours ou les personnes qui portaient ces discours, qui me mettaient en comparaison. Parce que ça m'arrive, je pense que ça nous arrive à toutes, d'avoir des personnes qu'on regarde, ou par différents mécanismes psycho, on retombe, même si on sait tout ce qu'on vient de se dire là, dans le truc de je me compare, je fais mal, le problème c'est mon approche, patati badada. Et que ça, c'est juste, ça arrive tout le temps et ça se projette sur des gens. Et c'est pas parce que la personne elle est mauvaise ou quoi. Des fois, c'est juste, comme on l'a dit ici, il y a un truc de bon, bah, je répète le discours que j'ai reçu et du coup, il se répète et il se répète et il se répète. Et moi, quand j'ai observé qu'il y a des personnes avec qui, presque à chaque fois que je les regarde, que je les lis, je les écoute, ça me met pas bien, bah, à un moment donné, je me dis, bon, bah, tant pis. En fait, j'ai envie d'offrir la place dans mon algorithme à quelqu'un d'autre. Et du coup, je bloque cette personne. Et ça me fait tellement du bien. Parce que du coup, je découvre des personnes qui ont des discours parfois plus proches de mes valeurs et de ma vision du monde, ou qui me rehaussent, ou qui me font du bien, et qui me font progresser. Et du coup, je me dis, bah, trop bien, quoi. Donc, peut-être que ça, c'est un truc, si vous observez qu'il y a régulièrement des personnes ou des discours issus de certains médias, podcasts, comptes, qui vous mettent dans ce truc de je me compare à quelque chose que je sais ne m'inspire pas, mais je me raconte que c'est la seule voie, et du coup, je me sens pas bien dans ma relation à moi-même, peut-être sortez-les de votre vie, quoi. Et je pense que voilà, c'est un petit truc, mais pour moi, ça fait une grosse différence dans ma recherche d'une congruence entre ce que j'ai envie d'incarner et ce que je mets dans ma façon d'entreprendre. Je veux juste donner une nuance là-dessus, 2 secondes, mais Vas-y. pardon. Parce que c'était ton mot du début, la nuance, donc t'as le droit. Euh, je trouve que c'est une ligne fine quoi, sur laquelle il faut marcher sur ce sujet-là parce que effectivement, moi, il y a des moments où j'ai besoin de faire des pauses, d'être exposée à des contenus qui m'épuisent et qui me drainent. Mais en même temps, hyper dangereux d'être tous dans nos bulles d'algorithmes et de pas voir ce que pensent les autres. Et moi, ça, c'est un truc qui vraiment m'effraie dans le fait qu'on s'informe sur les réseaux sociaux et que du coup, c'est géré par des algorithmes. Voilà, moi j'ai régulièrement des discussions avec des gens où je me rends compte qu'en fait aujourd'hui j'ai l'impression que tous les parents font de l'éducation bienveillante, que tout le monde est écolo, que tout le monde est de gauche. Et puis j'ai des petits reality check et je me dis ah je suis un peu trop dans ma bulle quoi. Oui, mais ça, c'est aussi, comme tu dis, sur la manière de s'informer. C'est-à-dire que moi, je comprends complètement Thomas parce que ce qui nous est proposé par les réseaux sociaux, on ne le maîtrise pas en fait, on le subit. Et donc, quand on subit des choses qui, à un moment donné, c'est trop pour nous, alors moi, c'est plus des trucs qui m'énervent, tu vois. Là, j'en ai jarté un petit lot, les haineuses envers les pauvres, j'en peux plus, quoi. Donc, ça, oui, mais par contre, ça demande d'être proactif. Par exemple, en contrepartie, de temps en temps, quand je suis chez mes parents, je lis Le Franc-Tireur et Le Point. Pour Oui, bon, bah, on a les parents qu'on peut, hein. Bon, mais en fait, je Non, le mais fais. force à toi, force à toi. En fait, je le fais volontairement et même sur n'importe quel sujet un petit peu chaud, je me force de manière dosée, hein, en fait, à aller voir qu'est-ce que le Figaro, qu'est-ce que disent les autres postures, les autres visions sur ce sujet-là, parce qu'en fait, pour moi, c'est aussi un moyen déjà de sortir de ma bulle et aussi de savoir mieux répondre aux arguments contraires, parce que moi, j'ai compris plein de choses en regardant ça sur les discours que me dit mon daron, par exemple, parce que je me rends compte qu'en fait, il recrache du Raphaël Enthoven juste comme ça, sans réfléchir, mais parce que lui est dans sa bulle. Et donc, je pense que c'est aussi une belle manière de sortir de sa bulle et de se préparer à des discours qui peuvent être confrontants, parce qu'en fait, on a conscience de ce à quoi ces gens-là sont exposés et on comprend mieux eux aussi d'où ils sont situés. Parce que c'est pareil, si on se situe nous, de comprendre d'où les autres parlent, parce qu'on va pas commencer n'importe quelle conversation en disant, alors moi, je te parle de, je veux dire, dans la vie de tous les jours, quand on parle avec des gens, mais de comprendre ça, ça aide beaucoup. Par contre, moi, je le ferai pas, je gérerai pas ça sur mes algorithmes, quoi. C'est-à-dire que pour moi, Ouais. c'est des contenus qui me sont imposés, j'ai vraiment besoin qu'ils soient respectueux de mon énergie, et je prends juste un petit peu de temps en temps à aller lire le point. Pour être respectueux du timing qu'on a posé et du fait que peut-être des gens doivent filer pour faire autre chose de leur aventure entrepreneuriale que nous écouter, je vais arriver à la fin ici, mais la proposition que je fais pour toutes les personnes qui nous ont écoutés en live ou qui écoutent peut-être la version en replay,
c'est que je vais lancer la même question qu'on s'est posée au début de cette table ronde dans l'espace communautaire. Donc bon, peut-être que je crois que la plupart d'entre vous êtes à l'intérieur de l'espace communautaire. Si c'est pas le cas, vous m'envoyez un message et on trouvera une manière de vous inclure dans cette conversation. Comme ça, vous pouvez aussi prendre la parole, parce que je me disais, à un moment donné, on invitera qui veut à parler aussi des sujets que vous sentez être sous-représentés, mais on le fera du coup à l'écrit dans la communauté. Et je veux aussi nommer pour les gens qui nous écoutent en replay quelque part, un grand merci pour les personnes qui ont intervenu. Donc merci Jade Tonga, je dis vos noms de famille pour que les gens vous retrouvent sur Internet si elles veulent venir discuter avec vous. Laure Dodier, Laura Besson et Lucie Le Guen qui nous a quittés pour aller chercher son enfant et qui du coup n'est pas là à la fin. Merci beaucoup pour vos interventions. J'espère que ça vous a plu ce petit moment de discussion. Merci tout le monde. Merci, c'était très sympa, merci. Merci camarades d'avoir été là. Oui, merci à toutes les personnes qui étaient là dans le chat et en live pour écouter, nous soutenir. J'espère que ça vous a fait du bien et que ça a rendu peut-être visible des choses que vous savez, mais vous n'avez pas l'impression que les autres le voient aussi. Et ça fait du bien des fois de se sentir en groupe de... En fait, si, j'ai le droit de voir les choses comme ça. Je ne suis pas seul dans mon coin. Ça fait du bien de se sentir en communauté. J'espère que tout ce qu'on a raconté dans cette table ronde, ça t'a parlé, ça t'a plu, et peut-être même que ça t'a permis de te sentir reconnu et vu dans ton expérience de l'aventure entrepreneuriale. Et si c'est le cas, ou si jamais tu trouves qu'au contraire, il y a des choses dont on n'a pas parlé et tu voudrais creuser plus loin et venir nous partager tes réflexions et tout ce qui est né de cette écoute, j'aimerais beaucoup que tu prennes part à la conversation avec les personnes qui étaient à cette table ronde, mais toutes les autres personnes qui prennent part à la conversation dans notre communauté Kaleidoscope Horizon. Ça s'appelle la Maison des Horizons. C'est un espace gratuit où tu peux retrouver d'autres indépendants, d'autres freelances, d'autres solopreneurs comme toi, qui se posent des questions plus larges et plus grandes sur l'aventure entrepreneuriale et sur le monde que juste comment je fais pour scaler. Bref, qui voient les choses avec plus de complexité et de nuances. Si tu te reconnais là-dedans, tu peux te créer un compte gratuit sur cet espace communautaire en cliquant sur le lien dans la description. On sera ravis de t'accueillir et d'avoir cette conversation avec toi. Et sur ce, je te dis à tout bientôt sur le podcast ou sur la chaîne. Ciao.